En France, en 2011, on a relevé plus de 3400 actions judiciaires concernant la filiation. Au tribunal de grande instance de Paris, les audiences se déroulent dans l'intimité de la chambre du conseil, comme toutes les affaires qui touchent au secret des familles. Seuls sont admis les intéressés et leurs avocats. Là, derrière ces portes capitonnées, j'ai entendu se jouer une partition à 3 voix. Il y a la voix de l'enfant couverte par les revendications de sa mère. Il y a celle du père désigné, souvent honteuse et soumise. Et puis, il y a la voix du procureur de la République, qui, au nom de la loi, privilégie souvent la cause des femmes et l'intérêt de l'enfant. Je pense, au regard des dossiers que je vois régulièrement depuis de nombreuses années, que l'argent n'est pas le moteur principal. Le moteur principal, pour moi, de ces mères qui agissent, c'est d'essayer de préserver leur enfant au maximum. Et je vois, dans les dossiers qui, pour moi, sont les plus emblématiques, ce sont des femmes qui ont fait face seules, qui l'ont élevé seule, qui ont accouché seules, qui l'ont emmené seule à l'école. Et qui, à un moment, se disent eh bien, il a aussi un père. Et quand l'enfant lui pose la question, la réponse qu'elle trouve, c'est d'agir contre le père biologique. Ce qui est certain, c'est que dans ces assignations-là est toujours présenté l'intérêt de l'enfant. J'assigne parce que mon enfant demande à connaître son père. Mon enfant est rentré à l'école, il n'a pas de papa, le cahier de liaison est blanc du côté du père. Il pose des questions et aujourd'hui, on a 10 ans pour le faire. Je viens chercher cet homme-là. Elles pensent souvent trouver un père, elles vont chercher un père. Elles trouvent au mieux un géniteur parce qu'il faut savoir que la procédure, elle est très violente. Elle est d'une violence extrême. Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus un combat. J'ai baissé les bras, là. Je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire, on va le dire de façon très triviale, j'ai sauvé ma peau, à peu près. Enfin, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Jean-Jacques a fait ce qu'il a pu, mais ça n'a pas suffi. Au terme de 6 années de procédure judiciaire, la décision de la Cour d'appel est tombée comme un coup près. Elle confirme qu'il est bien le père de l'enfant et le condamne à verser une pension alimentaire rétroactive depuis 2008. Effondré, Jean-Jacques n'a que sa maison pour payer les arriérés. Aujourd'hui, c'est fichu, je veux dire, tel que s'est engagée la relation avec cet enfant, je ne le connaîtrai jamais. Je ne sais pas comment dire, je me sens mal, oui, ça, très très mal. Mais je me sens désigné comme coupable, moi je ne me sens pas coupable. Je me sens comme l'étranger d'Albert Camus, quoi, parce que c'est comme si le monde était autour de moi, mais que ce n'était pas moi. Les hommes contre lesquels un procès va être intenté en établissement de la filiation, qui se sentent victimes et qui vivent très mal cette action, je le comprends très bien, mais la société adulte a le devoir de protéger les enfants. L'enfant qui est issu de ce couple n'est pour rien dans leur histoire. Il n'est pour rien dans le fait que le couple a pu avoir une rupture. Il n'est pour rien dans le fait qu'il ait été conçu par ces deux personnes. Lui, il a le droit d'avoir des parents. Et ça, c'est un droit qui est garanti. À mon avis, la demande d'un homme qui est d'échapper à sa paternité, pour moi, c'est une demande irresponsable. Aujourd'hui, ces discours totalement hypocrites. Ah ben ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Ah bon? L'intérêt de l'enfant, c'est de lui dire, eh ben, ton papa ne voulait pas que tu viennes au monde. Tu vois? Et ton papa, il joue son rôle de père parce qu'il en est forcé par la loi. C'est ça l'intérêt de l'enfant? Il est bien obligé de le faire, ton père. Il n'a pas la parole. Eh ben, je me dis, non, il faut le dire. Il ne faut pas que cette question-là reste une question taboue. En vous soumettant à l'expertise biologique, un petit prélèvement dans la buccale de quelques cellules qui vont vous permettre de tester votre ADN et de le comparer avec celui de l'enfant et de la mère. On a déjà pas mal évoqué votre position face à l'expertise biologique. J'ai entendu votre refus qui me semble très clair et je partage complètement votre motivation. En donnant mon ADN, je donnerai mon consentement alors que je n'ai pas voulu de cet enfant. Donc je refuse de participer à la recherche biologique comme j'ai refusé de participer à la conception de l'enfant. Ça, je vais l'expliquer au juge. Je peux vous dire qu'il m'écoutera peut-être, mais il ne m'entendra pas. Il ne m'entendra pas parce que ce n'est pas ce qu'il recherche, le juge. Le juge, il est confronté à une action en recherche de paternité. Il va juste vérifier si, d'un point de vue légal, les conditions sont remplies pour que Pascal Fouérome soit condamné. Et
autant dans un certain nombre de dossiers, il y a des doutes, autant dans le vôtre, je suis catégorique. La condamnation, elle va arriver. Et il n'y a pas d'autre solution. Je ne la vois pas. Donc, vous allez être déclaré père de cet enfant avec, à la clé, une cascade de conséquences. Condamnation avec une rétroactivité à la date de la naissance, quelques petits dommages et intérêts pour avoir refusé d'assumer cette filiation et cette paternité, et puis, dans la durée, une pension alimentaire qui va être fixée au prorata de vos revenus, des besoins de l'enfant et de la capacité contributive de la mère. Le final de ce dossier évoque qu'une seule chose, payer, payer, payer. Donc, je n'ai qu'une seule solution, celle de payer, et c'est bien marqué noir sur blanc, payer juste un montant forfaitaire par mois. Voilà, c'est tout. Donc la justice frappe à ma porte pour me demander de l'argent, pas avoir un rôle de père. Alors vous avez la possibilité, dès lors que vous serez déclaré père, vous avez la possibilité de demander à exercer ces droits-là. C'est quelque chose que vous pouvez envisager ou pas? À l'instant où on se parle, non. Ouais. Mais la vie évolue, on en a déjà parlé ensemble. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais là, on est devant le juge. Là, on est devant le juge. Et là, c'est non. Et je ne crois pas qu'on puisse dresser un portrait robot de l'homme qui se trouve confronté à une paternité imposée. Il n'a pas d'âge, il n'a pas de milieu social, il n'a pas d'âge. Il a en tout cas toujours en lui une immense culpabilité à l'égard de la mère, à l'égard de l'enfant à naître, et à l'égard de son entourage, à l'égard de sa famille. Je crois que s'il y a quelque chose de commun entre ces hommes-là, c'est vraiment la culpabilité. En ce qui concerne le tribunal dans ces dossiers, ce qui est examiné, ce n'est pas le fait que la mère a pu mentir ou le fait qu'elle a pu dire qu'elle prenait une contraception, en quelque sorte mener l'homme dans un traquenard pour lui faire un enfant dans le dos. C'est pas ce qui est examiné par le tribunal. Le tribunal va regarder que l'enfant est né de ce couple. Et le procureur que je suis à l'audience, c'est ce que je dis, il est né de ce couple et lui, il ne l'a pas choisi. Le législateur estime que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir accès à ses origines. Ça, c'est fondamental. Et de connaître sa filiation biologique. C'est-à-dire qu'on réduit la paternité à quelque chose de biologique, mais pour moi, c'est pas ça la paternité. La paternité, ça consiste pas à avoir les mêmes gènes, c'est au moins à avoir un vécu commun, avoir une relation humaine. Si la paternité, c'est d'avoir les mêmes gènes, ça fait bien pauvre. C'est très scientifique, disons, et puis très récent, parce que ça a toujours été comme ça. Et bon... On est dans une vérité biologique qui va faire une vérité juridique, mais qui ne fera pas forcément une vérité affective. On va savoir qui est le géniteur de l'enfant, et c'est tout le problème de la différenciation de la filiation charnelle, de la filiation affective. Les femmes viennent chercher un père, elles se trompent. Avec un huissier de justice, on ne fait pas un père. Ça attise la confrontation, ça attise la guerre. Et ça met encore une fois les enfants en situation d'être entre le marteau et l'enclume. Comment est-ce qu'on peut se construire quand on est entre le marteau et l'enclume ?